Plus tôt que prévu, l'aménagement a quitté son camp de Kidal ce mardi dans la matinée. Les femmes dénoncent un départ précipité. Éducation dans ce journal, les cours de mise à niveau ou cours privés sont de plus en plus sollicités par les parents d'élèves. Mais quel impact ont ces cours sur l'apprentissage de l'enfant? C'est le focus éducation de ce mardi. Lionel Messi, 8 ballons d'or, les records difficiles à battre. Nous revenons sur les grandes performances sportives en fin de journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 1945. L'aménagement a quitté son camp de Kidal tôt ce matin sans le rétrocéder aux Fama. L'emprise abandonnée est désormais occupée par les groupes armés. Aminata Keita. C'est vers 6 h du matin, ce 31 octobre, que l'aménagement a quitté son camp de Kidal 2 semaines avant la date convenue pour la rétrocession au Fama. Les camions et les blindés de la mission onusienne sont sortis du camp alors que des pick-up de la CMA étaient stationnés devant l'entrée. Le convoi de l'aménagement qui se dirige vers Gao est composé de plus d'une centaine de véhicules. C'est déjà la deuxième fois en quelques jours que l'aménagement quitte un de ses camps sans le rétrocéder. Cela avait été le cas de celui d'Aguelok. Ce qui avait été dénoncé dans la foulée par les FAMA accusant la mission de laisser l'emprise aux mains des terroristes. Après l'abandon du camp de Kidal par l'aménagement, plusieurs personnes l'ont investi pour récupérer matelas et autres matériels. Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, le CSP-PSD, même si plusieurs membres se sont retirés, affirme désormais contrôler le camp à Kidal. La récente dégradation de la situation sécuritaire entre la CMA et le gouvernement est la cause avancée par l'aménagement pour accélérer son retrait de ses bases. Ce retrait anticipé risque de tendre les relations entre les autorités de la transition et l'aménagement d'ici le départ de la mission le 31 décembre prochain. L'aménagement avait évacué le 25 octobre dernier une part de son personnel du camp de Kidal. Des civils ont aussi pu quitter le camp le 29 octobre dernier par les airs après que la mission ait reçu des autorisations de vol. Hier lundi, la ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara, a reçu les grands opérateurs pétroliers fournisseurs de EDEM SA. L'objectif de la rencontre était de partager avec eux les nouvelles dispositions prises en matière de fourniture de carburant afin d'assainir le secteur. À l'issue des échanges, selon un compte-rendu de son département, la ministre a décidé de réduire le nombre pléthorique de fournisseurs de carburant. Ainsi, 4 sociétés dont les noms n'ont pas été dévoilés ont été identifiées pour assurer l'approvisionnement correct et ininterrompu de l'EDM en combustible. En attendant, les coupures intempestives continuent dans la capitale. Parlons éducation. Au-delà des cours dispensés pendant les heures légales, certains enseignants donnent des cours de mise à niveau ou cours de remédiation, communément appelés cours privés. Ces cours ont-ils des impacts sur l'apprentissage des apprenants? C'est le focus éducation de ce mardi signé Soumaïla Fani. Face aux difficultés d'apprentissage pour certains élèves et au faible niveau pour d'autres, des cours privés sont organisés pour combler les déficits. Dispensés au-delà des heures normales, ces cours permettent à l'enseignant de concentrer ses efforts sur ses élèves en difficulté. Pédagogiquement, on doit les appeler les cours de remédiation ou bien de mise à niveau. C'est-à-dire l'enfant en classe, peut-être il n'a pas bien compris une notion, ou bien il l'a compris, mais maintenant pour approfondir la notion alors on prend un enseignant, généralement on appelle répétiteur, l'enseignant qui va à la maison, pour généralement reprendre ce que l'élève a fait en classe. Et c'est pour que l'élève a bien compris ou bien n'a pas bien compris. Quel qu'en soit, il y a certains élèves qui sont très faibles aussi. Donc ces cours privés peuvent les apporter quelque chose. Ça peut les aider aussi. Parce que les enfants n'ont pas le même niveau, la même capacité de compréhension. Maintenant, mais si ces cours privés sont bien encadrés, sont bien contrôlés, je pense que ça peut avoir un apport pédagogique. Ça peut rehausser le niveau maintenant de ces enfants. Mais l'objectif est que ça soit bien encadré. Mais ces cours peuvent avoir des conséquences sur l'apprentissage dans la mesure où le répétiteur est son enseignant de classe. Qui doit faire les cours privés, les cours d'élimination? La façon de faire en général ici n'est pas la bonne manière. L'enseignant qui donne cours à un enfant dans sa classe et cet enseignant qui va à domicile pour généralement dire que les cours à domicile, dans la plupart des cas, l'impact n'est pas aussi visible que ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Un enfant qui est dans une classe, un autre maître va chez lui pour lui donner des cours privés, alors c'est en ce moment que l'élève pourra mieux profiter
des cours donnés par le répétiteur là. Au-delà de son aspect pédagogique, l'enseignant peut être tenté à donner des notes de complaisance aux enfants parce que le parent qui paye, souvent, si lui se retrouve face à une copie de cet élève qui l'encadre à la maison, il se pourrait qu'il lui accorde maintenant des notes de complaisance. Maintenant, mais au-delà de ça, si ce n'est pas encadré, l'enseignant a tendance vraiment à influencer certains enfants dont les parents n'ont pas les moyens à les obliger à prendre des cours parce que les élèves vont se dire que bon, voilà, si tu ne rentres pas dans son cours, tu n'auras pas la moyenne. Il y a ces côtés négatifs là aussi. C'est pour cela qu'à l'école, nous l'interdisons. Sinon, en réalité, un bon enseignant qui donne maintenant très bien son cours n'a pas besoin de donner des cours privés à ses propres élèves. Toutefois, à l'approche des examens de fin d'année, certaines écoles organisent des cours à titre gratuit pour permettre des révisions avec leurs candidats, mais aussi de rattrapage pour ceux qui sont en retard par rapport au programme scolaire. La 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, se tiendra du 23 novembre au 3 décembre 2023 dans la capitale malienne. Cette année, les organisateurs entendent rénover pour promouvoir l'artisanat malien. Assetoumani Koulibaly était présente à la conférence de lancement tenue ce lundi 30 octobre pour TM1. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique, tel est le thème central de cette 4e édition du Salon international de l'artisanat malien SIAMA qui débutera le 23 novembre. Avec plus de 16 000 visiteurs attendus, le SIAMA est surtout un cadre de vente et de promotion du savoir-faire. Il est une opportunité d'exposition des talents maliens et internationaux. Le Salon international de l'artisanat du Mali a été initié grâce à une volonté politique de nos plus hautes autorités pour créer un espace de rencontre et d'échange d'expériences entre tous les acteurs maliens et étrangers du secteur en vue de la promotion des activités artisanales sur les plans national, régional et international. Le SIAMA, c'est aussi le lieu de contact, de vente, mais aussi un cadre pour jauger la qualité de nos produits à travers les réactions des nombreux visiteurs. Le SIAMA poursuit une vocation à la fois promotionnelle et commerciale, et ceci est d'une importance majeure pour les acteurs qui se réjouissent de la tenue régulière de cet événement. Pour ce rendez-vous, présenté comme un des plus importants de l'artisanat malien, la valorisation des produits locaux est un des objectifs des organisateurs. Plusieurs activités sont au programme pour ce SIAMA 2023. Bien sûr, à l'image des précédentes, l'exposition présentera les différentes régions administratives du Mali à travers leur artisanat, donc leur savoir-faire locaux. Elle comportera ainsi des stands régions, des stands pays et des stands individuels et sera compartimentée en différents halls en fonction des corps de métier. Pour cette année, c'est un budget d'environ 800 millions de francs CFA, selon les estimations qui seront investies, dont 300 millions de francs CFA mis à disposition par l'État. Pour cette 4e édition, le Burkina Faso est l'invité d'honneur. Ce choix consacre les bonnes relations avec ce pays. Ainsi donc, du 23 novembre au 3 décembre 2023, le parc des expositions de Bamako abritera le festival de l'artisanat malien. Sport basketball. Alors qu'elle devait entrer en lice ce mardi lors de l'élite 16 de la Basketball African League, le stade malien de Bamako reste finalement à quai. Les champions du Mali ont déclaré forfait. Djeneba Samaki pour les explications. Champion de la conférence et médaillé de bronze lors de la campagne de la BAL 2023, le stade malien qui devait représenter le Mali pour la 2e saison consécutive du Basketball African League s'est retiré de la future division ouest de l'élite 16. Une décision qui intervient après que les champions du Mali aient battu l'AS Real 78-65 en finale de la Coupe du Mali 2023. Les raisons avancées par le club sont entre autres l'insuffisance de ses moyens financiers à prendre en charge les dépenses qu'inclut sa participation à cette compétition, d'autant que l'État ne prend plus en charge le transport ou encore l'hébergement des clubs qui se déplacent en compétition africaine depuis maintenant 5 à 6 ans.
L'an dernier, le Stade malien s'est classé 3e au niveau de cette compétition et ne devait normalement pas jouer les 2 tours préliminaires. Il devait aller directement à la phase qualificative de la Basketball Africa League où tout est pris en charge, notamment les billets d'avion, l'hébergement, la restauration. Maintenant, lors de cette phase, à la grande surprise, le Stade malien est la seule équipe présente l'an dernier lors de la phase finale à Kigali qui se retrouve au niveau de la 2e phase des éliminatoires, c'est-à-dire des préliminaires, où il doit prendre en charge les billets d'avion, l'hébergement, la restauration, les primes de match. Là, c'est le Stade malien étant un club omnisport et étant engagé en Coupe de la Confédération où il y a des déplacements en Afrique du Sud, au Maroc et au Congo-Brazzaville, et tous à sa charge. Il y a aussi le problème de calendrier au niveau de la fédération, puisque vous savez, c'est au mois de septembre, c'est-à-dire notamment le 8 septembre, que les playoffs ont pris fin et que le Stade malien a su que voilà, il allait être champion. Et juste après, il y a eu cette décision de Bâle pour participer à l'élite 16. Et la Coupe du Mali a pris fin le 31 octobre, c'est-à-dire samedi dernier. Il y avait un problème de timing, de préparation, de recrutement aussi, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc en mettant les choses bout à bout, la direction a décidé de surseoir à la participation cette année. Il faut rappeler que l'année dernière, lors de la saison Bâle, le Stade malien n'était pas engagé en compétition internationale au niveau du football. Et cette année, avec Bâle, là, il y aurait eu 2 compétitions. Déjà, il y a la Coupe de la Confédération au niveau du football et voilà la Bâle. Donc là, le coût du transport aurait été trop élevé pour le club, surtout que l'État ne prend plus en charge ses dispositions depuis 5 à 6 ans. Selon ses consultants sportifs, la décision du club avait été prise à l'interne depuis un moment, mais avait été gardée secrète pour ne pas perturber les joueurs à la veille de la finale de la Coupe du Mali 2023. C'est sûr que c'est une décision qui ne sera pas sans conséquences, mais bon, comme on le dit, un responsable est fait pour prendre des décisions difficiles, parce que le règlement de FIBA Afrique en la matière stipule que des sanctions pourront être prononcées. Et là, le règlement n'est pas clair là-dessus. C'est cette disposition seulement qui a été mise au niveau du règlement, c'est-à-dire les sanctions pourront être prononcées. Suite à cette décision du Stade malien, le groupe A sera un groupe A3. Il sera composé des forces armées et police du Al-Ali Benghazi et BC Virunga. Le Stade malien est entré dans l'histoire l'année dernière en devenant le premier club à atteindre les demi-finales de la BAL, puis la 3e place, après avoir commencé sa quête lors de la phase préliminaire de la Road to BAL. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a remporté hier lundi son 8e ballon d'or, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, un record qui sera difficile à battre. Boubacar Maïga nous plonge dans les autres exploits sportifs qui seront difficiles à rééditer. Après un mondial marqué de son empreinte avec 7 buts, dont 2 en finale, et malgré une saison décevante avec le PSG, Lionel Messi vient donc de succéder lundi soir à Karim Benzema. Il a décroché son 8e ballon d'or, une nouvelle distinction qui le place encore plus au sommet de l'histoire du football. C'est un record difficile à battre et qui témoigne de la brillante carrière de ce joueur. Cependant, il n'est pas le seul athlète à avoir inscrit son nom dans les annales du sport grâce à des performances exceptionnelles. Le nageur américain Michael Phelps brille avec un record inégalé de 23 médailles d'or olympiques, faisant de lui l'athlète le plus décoré de l'histoire olympique. Dans l'athlétisme, Usain Bolt détient les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres, tous deux établis en 2009 lors des championnats du monde à Berlin. Il a reçu un chrono de 9 secondes 58 centièmes sur 100 mètres et de 19 secondes 19 sur 200 mètres. Si certains sprinteurs sont eux aussi descendus sous les 10 secondes, personne n'a encore pu battre son record. Ce sera encore plus compliqué chez les dames. L'américaine Florence Griffith Joyner détient depuis 1988 les records du sprint en 100 mètres et 200 mètres. Sur la distance reine,
son chrono de 10 secondes 49 tient toujours. Sur 200 mètres, elle a remporté la médaille d'or olympique grâce à une course en 21 secondes 34 centièmes. Mais ces records sont entachés de forts soupçons de dopage. Elle est décédée en 1998 à 38 ans, 10 ans après avoir établi ses records. Le 7 février 2023, LeBron James bat le record de points de Karim Abdul-Jabbar en NBA qui résistait depuis 39 ans. Après avoir marqué son 38e 388e point, LeBron James, qui est en sa 21e saison NBA, est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Il compte aujourd'hui 38 740 points en carrière. En tennis, Rod Laver, tennisman australien, dont la carrière s'est étalée de 1963 à 1979, a remporté 200 titres en simple. Un record absolu, même si certains des titres ont été remportés en amateur. Roger Federer, qui a mis un terme à sa carrière en 2022, compte 103 titres en tout. Rafael Nadal et Novak Djokovic, toujours en carrière, comptent respectivement 92 et 96 titres. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.